Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous allons revenir une fois encore dans Smart Patrimoine sur la réglementation MiCA et TFR avec Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je dis une fois encore, puisqu'évidemment on l'évoque assez régulièrement, cette évolution de la réglementation au niveau européen. Mais là, on est quand même à un tournant, c'est-à-dire que la réglementation MiCA a été adoptée par la commission Econ au niveau du Parlement européen. On n'est pas encore sur une validation officielle et sur un vote officiel du Parlement européen, mais on s'en rapproche. Donc, on est quand même capable de savoir à quoi va ressembler la réglementation européenne en matière de cryptoactifs demain. Oui, tout à fait. Ce qu'on avait eu en juin, quand on s'en est parlé la dernière fois, c'était l'accord politique du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen sur à quoi ressemblerait MiCA et TFR. Bien sûr. Ce qui s'est passé début octobre, c'est une première adoption du texte final, donc la traduction finalement technique de cet accord politique qu'on avait obtenu sous présidence française, donc juste avant l'été. Donc on est en train effectivement de mieux voir les contours finalement de cette réglementation qui va s'appliquer au marché de cryptoactifs. Et donc ça veut dire que là, on est en train de donner naissance à un statut de Crypto Asset Service Provider, si je ne dis pas de bêtises, un CASP qui sera le même sur l'ensemble du territoire européen. Tout à fait. Ce que va mettre en place MiCA, c'est alors à la fois un nouveau statut pour les prestataires de services sur actifs numériques qui va être uniformisé au niveau européen, ce qui va permettre en fait, quand on s'enregistre auprès d'une autorité de régulation dans un pays, d'être capable d'exercer en fait dans l'ensemble de l'espace économique européen, ce qui est extrêmement intéressant aujourd'hui pour les acteurs. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Absolument pas. Aujourd'hui, par exemple, on a le statut français de PSAN qui ne permet pas d'être reconnu, où il n'y a pas d'équivalence en fait dans d'autres pays. Donc c'est reconnu en France auprès des autorités françaises, des acteurs français, mais ça ne donne pas cet avantage de pouvoir s'étendre en fait dans le reste de l'espace économique européen. Et j'imagine que tous les pays européens n'en sont pas au même niveau en matière de régulation sur les cryptoactifs aujourd'hui. Tout à fait. Donc ça va permettre d'uniformiser déjà le niveau d'avancement entre les États membres. Bien sûr. Et puis que les autres entreprises qui sont peut-être moins avancées que les acteurs français, ils puissent se mettre finalement au niveau et harmoniser les conditions de concurrence, là où aujourd'hui il peut y avoir des distorsions justement de concurrence entre les entreprises. Alors, MiCA, effectivement, c'est un texte qui a été beaucoup commenté. On en a beaucoup parlé ici sur ce plateau. Le 10 octobre dernier, quand le vote a eu lieu donc de cette commission Econ, est-ce qu'il y a eu des surprises pour l'écosystème français dans la version définitive du texte par rapport aux versions précédentes ? Alors, on a eu quelques surprises, effectivement. Il y a eu des choses cohérentes entre ce qu'on avait compris de la vision politique et de la traduction technique. Par exemple, l'exemption de la finance décentralisée ou tout le traitement environnemental autour des marchés de cryptoactifs. Bien sûr. Ça, pas tellement de surprises. Donc ça, c'est pas traité par le texte aujourd'hui. Alors, peu traité par le texte aujourd'hui. Ça sera traité dans un deuxième temps. Voilà, par exemple, sur la finance décentralisée, il y a des travaux de long terme et la Commission européenne devra remettre un rapport sur la nécessité et la faisabilité d'appliquer une réglementation à la DeFi, la finance décentralisée. Sur l'environnement, de la même façon, elle va devoir creuser dans un rapport quelles pourraient être les autres règles. Dans MiCA, il y aura des règles d'information sur l'impact environnemental. Oui, sur les fameux CASP, justement. Alors voilà, les services qui seront rendus par ces PSAN, par ces CASP, et les émissions qui seront faites de cryptoactifs. Ça, c'est déjà prévu dans MiCA, mais il n'est pas exclu d'aller plus loin. Et c'est ce que dit MiCA. On va réfléchir à plus long terme. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme règles supplémentaires sur l'aspect environnemental. Donc ça, c'est des travaux qui vont être amenés dans les prochains mois, les prochaines années. Il y a eu des sujets sur lesquels, entre l'accord politique qu'on avait compris et le texte... Sa traduction technique, oui. Tout à fait, il y a eu des différences. Alors, on a beaucoup parlé de l'exemption des jetons non fongibles et NFT. Effectivement, ce que MiCA prévoyait, c'était de ne pas les intégrer à son périmètre, puisque ce sont des actifs extrêmement différents les uns des autres. Et donc, MiCA n'était pas forcément le bon véhicule. Donc, il était prévu une exemption des NFT. Cependant, dans ce qui est compris comme NFT dans MiCA, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement réduit. Par exemple, il a été rajouté dans le texte que ce qui pourrait être des collections de NFT ou des larges séries de NFT pourrait être intégré à MiCA. Ce qui pose énormément de difficultés à certains acteurs et ce qui ne résout pas le problème. Les jetons non fongibles, ça peut être un objet d'art, ça peut être un élément dans un jeu vidéo, ça peut être une parcelle de métavers, ça peut être tellement de choses différentes. Donc il y a un sujet de définition en fait sur effectivement les jetons non fongibles sont exclus de MiCA, mais finalement on n'est pas forcément d'accord sur la définition du jeton non fongible en tant que tel. Voilà, la définition du jeton qui serait exclu dans MiCA est finalement très très restreinte par rapport à ce qu'on avait compris. Donc en fait
Ça concerne finalement certains NFT au sens vu par la DAN ou l'écosystème crypto. Tout à fait. Il y aurait des grands acteurs, y compris français, qui pourraient être concernés par la réglementation MiCA. Alors qu'ils pensaient qu'ils ne le seraient pas. Voilà, et ce qui n'est pas pertinent surtout. En fait, c'est pour ça qu'il y a un travail aussi à faire de long terme sur quelle serait une réglementation ad hoc et de quel type de NFT, en sachant que selon nous, tout ce qui va être collection de NFT ou large série de NFT ne sont pas forcément des actifs numériques qu'il faut prendre dans MiCA. Alors ça, c'est pour les NFT, mais je lisais également que le MiCA s'intéresse aux stablecoins. Tout à fait. Stablecoins euros, plus précisément. Alors, euro, mais pas uniquement. Mais effectivement, il y a un régime vraiment nouveau par rapport à ce qu'on a pu faire en France pour les émissions de stablecoins. Ça va concerner les stablecoins dits centralisés, donc avec un émetteur qui est identifiable. Bien sûr. Mais, et c'est une autre surprise finalement du texte final qu'on a pu voir, les stablecoins dits décentralisés, où on n'a pas un émetteur vraiment identifié derrière, où c'est une gestion par le protocole, par les smart contracts, pourraient également être pris en compte dans MiCA. Donc là, on touche à la DeFi. Tout à fait. Oui. Ce qui va à l'encontre de cette exemption de la finance décentralisée, où en fait, ce qu'on a pu voir, et ça a fait beaucoup de mal l'affaire Terra Luna, c'est que les institutions européennes, les banques centrales ne croient plus dans les stablecoins de façon générale et ne croient plus en l'existence de stablecoins véritablement décentralisés, véritablement algorithmiques. Et c'est pour ça que finalement, ils ont rajouté, bon, peu importe le schéma. Peu importe le type de stablecoin. C'est ça, ils sont tous logés à la même enseigne dans le texte. Voilà, et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir dans la rhétorique, notamment des banques centrales, de plus en plus utiliser, c'est employer le terme de so-called stablecoin, donc soi-disant stablecoin, puisqu'ils ne croient plus du tout dans la possibilité d'actifs décentralisés qui pourraient maintenir leur valeur stable. Avec, oui, voilà, ce sujet de stabilité. Donc, si je reviens sur le stablecoin euro, il y a cette idée quand même de protéger la spéculation sur un stablecoin euro, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'acteur, par exemple, ait un siège au niveau européen. Alors, pour un stablecoin, effectivement, la règle principale, et donc y compris pour des stablecoins décentralisés, ce serait d'avoir une personnalité légale, morale, qui soit l'émetteur de ce stablecoin et qui respecterait un ensemble de règles, dont, pour certains stablecoins, le fait d'être un établissement de crédit, donc une banque. D'accord. Donc, on voit pour des nouveaux entrants, c'est vraiment pas du tout proportionné, alors que ce sont ces nouveaux entrants qui ont aujourd'hui des projets de stablecoin euro qui sont très intéressants et qui donc seront empêchés si avec cette réglementation qui est vraiment trop stricte. Et ce qu'on voit en face, c'est que si on n'encourage pas nos propres champions à émettre des stablecoins euros, finalement, on a des émetteurs américains qui le font. Bien sûr, on en a parlé dans cette émission, que ce soit Circle, effectivement, ou d'autres. Donc ça veut dire que, si je caricature ce que vous nous dites pour faire un peu de pédagogie, ça veut dire que si je ne suis pas une banque, demain, je ne pourrais pas créer de stablecoin euro sur le sol européen? Pour la plupart, effectivement. Selon le mécanisme de stabilisation, il y a un grand nombre de stablecoins où il faudra être une banque demain. Du fait des réserves à avoir pour pouvoir émettre le stablecoin, voilà. C'est ça, de la capacité, de la surface financière nécessaire pour pouvoir émettre le stablecoin Voilà, si c'est un stablecoin qui est en face backé par de l'euro, 1 pour 1, si c'est ce mécanisme-là, alors il faut être un établissement de crédit ou un établissement de monnaie électronique pour pouvoir l'émettre et donc se soumettre finalement à la réglementation traditionnelle en matière de monnaie électronique. Bon, on est d'accord que ça ne concerne que les stablecoins euros émis sur le sol européen, c'est-à-dire que ça ne va pas empêcher des Américains de créer des stablecoins euros. Alors, toute la problématique, c'est effectivement quand on n'est pas un acteur établi en Europe, qu'est-ce qui se passe? Il y a une disposition dans MiCA qui concerne aussi les CASP d'ailleurs. De manière plus générale, oui. Tout à fait, qui permet à des acteurs qui ne sont pas établis en Europe de pouvoir proposer des services ou d'émettre des cryptoactifs sans respecter MiCA si jamais c'est un client européen qui va solliciter cet acteur, mais que ce n'est pas l'acteur étranger qui sollicite le client. D'accord, oui, et c'est là où il y a un sujet, effectivement. C'est comment est-ce qu'on prouve que c'est le client européen qui est allé chercher l'acteur et pas l'inverse? Tout à fait, c'est extrêmement difficile aujourd'hui, et on a eu déjà la problématique en France avec la réglementation qu'on a. On a déjà des acteurs étrangers qui ne s'enregistrent pas, donc demain on s'attend à ce qu'ils ne se mettent pas forcément en conformité. D'accord, ils vont déjà en pignon sur rue, donc ils sont extrêmement accessibles par les clients européens, mais aussi font du démarchage de la clientèle européenne. Et c'est extrêmement en fait, difficile en pratique derrière d'aller les chercher. D'accord, ou d'aller les chercher. Oui, tout à fait, d'aller les chercher tout simplement. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, en fait, on réglemente un marché, mais on ne le protège pas suffisamment vis-à-vis de ceux qui ne sont pas réglementés et puis qui peuvent quand même aller sur ce marché. C'est ça ce qu'il faut entendre? Alors notre crainte principale, parce qu'on parle de la réglementation MiCA, elle se positionne aussi sur la supervision. Parce qu'on met en place des règles, il faut que tout le monde les respecte pour que tout le monde soit
soit sous conditions de concurrence équitable. Notre problématique, puisqu'on l'a vu en France, c'est qui est l'arbitre et est-il suffisamment outillé et équipé, même en termes de ressources humaines, pour assurer qu'effectivement, ceux qui ne la respectent pas sont sanctionnés, ne peuvent pas exercer sans être réglementés s'il le faut, et qu'on a aussi tous ces acteurs qui vont vouloir s'enregistrer, et notamment en France, puisqu'on le voit depuis quelque temps, la France est de plus en plus vue comme le hub européen de la crypto. Je reprends la terminologie utilisée par le ministre Bruno Le Maire. Et du coup, comment on fait pour anticiper, et parce que c'est un symbole d'attractivité de la France, que ces acteurs vont venir s'établir en France pour être enregistrés, pour s'établir au niveau européen. Il faut absolument que la supervision, finalement, elle suive la réglementation. Très rapidement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de MiCA et on n'a pas parlé de TFR. Là, pour le coup, il n'y a pas de surprise sur TFR. Il y a un sujet d'identité qui maintenant est tranché. Il faut échanger les identités et d'ailleurs un certain nombre d'informations entre deux plateformes lorsqu'il y a un transfert. Et il faut aussi, lorsqu'on est sur un non-hosted wallet, si c'est bien comme ça que self-hosted wallet, pardon, c'est comme ça que ça s'appelle, récupérer l'identité de celui avec qui il y aura une transaction si on est une plateforme. Effectivement, ce qui va poser d'énormes problématiques opérationnelles, parce qu'aujourd'hui, un détenteur de self-hosted wallet, donc d'un wallet qui n'est pas conservé par une plateforme, comment on fait pour l'identifier? Pour aller récupérer. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on ne fera plus de transactions avec des self-hosted wallets, sauf s'il y a une carte identité qui est envoyée à un moment, quoi. Oui, et donc ça pose de nombreuses problématiques en termes de confidentialité, notamment. Et on a des outils aujourd'hui qui seraient extrêmement puissants à utiliser, d'identité numérique, où on peut prouver des éléments d'identité sans les révéler. Or, ce qu'il y a dans la réglementation TFR, c'est justement demander à ces plateformes qu'elles collectent cette information. C'est extrêmement dommage, alors qu'on a des outils très résilients et très protecteurs de la vie privée et des données à caractère personnel. C'est extrêmement dommage qu'on ne se fonde pas là-dessus et qu'on ait une réglementation qui, pour des détenteurs de wallets qui sont nôtres, en fait, on ne respecte pas finalement cette dimension-là. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Faustine Fleuret. Merci d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente et directrice générale de l'ADAN. Merci beaucoup. Et on se retrouve, nous, dans Enjeu Patrimoine.